L'anorexie mentale, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente. En France, elle touche près de 1% de la population, notamment des patientes qui sont adolescentes ou jeunes adultes avec des conséquences qui sont dramatiques puisque c'est un des troubles les plus mortels dans les pathologies psychiatriques. Les troubles du comportement alimentaire, en fait, c'est un ensemble assez hétérogène de maladies psychiatriques. Les plus fréquents, c'est l'anorexie mentale, la boulimie, l'hyperphagie boulimique, et puis d'autres troubles qui sont moins connus. C'est difficile de donner une définition globale, mais c'est une perturbation du comportement alimentaire qui est prolongée, qui est associée à des croyances, des comportements, des cognitions anormales au sujet de l'alimentation et qui entraîne une souffrance globale. Nous, on travaille particulièrement sur l'anorexie, qui va donc être une diminution des apports alimentaires associés à d'autres types de comportements. Ça peut être une hyperactivité physique, par exemple. En tout cas, ces comportements-là, ils ont comme but d'entraîner une perte de poids. Et il y a un désir de minceur, une recherche de perte de poids, qui est un des critères diagnostiques de l'anorexie mentale. Mon projet de recherche s'intéresse au rôle des facteurs métaboliques dans l'anorexie mentale et en fait aux conséquences de la dénutrition sur le fonctionnement cérébral en regardant comment le fait d'être dénutri de façon prolongée parce que les patients diminuent leurs apports alimentaires, ça peut modifier comment leur cerveau fonctionne et potentiellement participer à la persistance de la maladie. Et donc l'hypothèse que nous on formule, c'est qu'il pourrait y avoir un genre de cercle vicieux qui s'installe. Plus les patientes diminuent leurs apports alimentaires, plus il va y avoir ces modifications métaboliques dans leur corps et donc qui vont potentiellement venir favoriser des changements au niveau cérébral et donc activer un genre de cascade de cercle vicieux comme ça, où plus elles sont dénutries, plus elles ont des comportements qui favorisent la poursuite de la dénutrition et ça persiste. Et ça pourrait expliquer en fait le haut risque de chronicisation des symptômes. Ça veut dire que l'anorexie mentale est quand même définie par des maladies à fort risque de rechute, avec beaucoup de rechutes et de grandes difficultés à aller vers une guérison prolongée. Et on essaye de comprendre quels sont les mécanismes à l'œuvre dans ces rechutes et dans le fait qu'on ait du mal à sortir les gens de ce cercle vicieux. Les objectifs de ce projet, c'est d'essayer d'identifier des biomarqueurs, c'est-à-dire des moyens de dépister les patientes qui vont être plus à risque de développer des formes chroniques de la maladie. Identifier ces patientes-là, ça nous permettrait de leur proposer une prise en charge spécifique, plus intensive, plus adaptée et éviter justement les rechutes pour favoriser la guérison. Le champ des neurosciences et le champ notamment de la recherche en santé mentale a du retard par rapport à d'autres disciplines médicales. On commence à s'intéresser de plus en plus à la santé mentale, à l'hygiène psychique. Les connaissances sur le cerveau sont très partielles et on se rend compte de la complexité en fait de chacune de ces problématiques. Donc il faut continuer à financer la recherche pour pouvoir avoir un tout petit peu plus d'informations déjà sur ce qui se passe dans le cerveau de n'importe qui. Et puis effectivement, je pense qu'il y a une augmentation du diagnostic aussi, je pense, des troubles psychiques au sens large. Donc il y a une nécessité de comprendre un petit peu mieux comment ce trouble s'installe et comment ce trouble évolue. Et ça passera forcément par une collaboration étroite entre les cliniciens et les chercheurs. La Fondation pour la recherche médicale a permis de financer du coup mon poste de thèse pendant 2 ans. Ça m'a permis de consacrer 2 ans à 100% à mon travail de recherche et donc à mettre en place des modèles expérimentaux, typiquement dans un laboratoire, ce que j'aurais pas pu faire en parallèle d'un travail clinique. La Fondation pour la recherche médicale finance des médecins également et pas que des scientifiques. Et ça permet de construire des carrières hospitalo-universitaires et des professionnels qui vont avoir cette double casquette pour pouvoir favoriser en fait les collaborations entre le laboratoire et l'hôpital. Nous, on a la chance d'avoir un laboratoire qui est dans l'enceinte même de l'hôpital et donc les allers-retours sont très faciles. Et grâce à des financements spécifiques pour les médecins, ça nous permet vraiment de se dire que c'est possible en fait de faire une thèse de sciences et c'est possible de faire une thèse de sciences où on est à 100% dedans et dans notre sujet.